Quand on pense à notre empreinte carbone personnelle, on pense beaucoup, en tout cas moi je pense beaucoup au design des produits qu'on utilise au quotidien. J'ai eu l'occasion de faire un épisode sur le sujet d'ailleurs. Et aujourd'hui, je reçois Dominique Siama, qui est le directeur de CY, qui est une école de design, mais qui est également le président d'une association qui promeut le design. Et avec Dominique, j'ai compris que le design, c'était beaucoup plus large que simplement juste les produits, mais que quand on reprenait la racine du mot et qu'on s'intéressait à ce qu'était le design, en fait, on se rend compte qu'on peut designer nos décisions. Et que le design de nos décisions va définir le design des produits qu'on utilise et le design de notre vie de manière générale. C'est une conversation qui est hyper intéressante parce qu'en fait, c'est un élément qu'on connaît pas, peu, pour la majorité d'entre nous. Donc, je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. On a eu du mal à se rencontrer. C'est vrai, mais c'est ce qui est nécessaire advient. Voilà, ça arrive au bon moment. Exactement. Tout arrive quand ça doit advenir. Comment toi, en tant que designer, tu envisages le 21e siècle et en particulier l'anthropocène, c'est-à-dire la toute-puissance enfin, je sais même pas si l'anthropocène c'est la toute-puissance de l'homme, c'est encore un autre concept, mais disons, comment tu appréhendes le 21e siècle et la toute-puissance de l'homme? On peut l'appréhender de deux manières. Hein. Ça va dépendre de notre capacité à être à la hauteur des défis. Je pense que si on continue sur la manière qu'on a eue jusqu'à présent, je pense qu'on va à la catastrophe. On va véritablement à la catastrophe, à tout point de vue, c'est-à-dire du point de vue des sociétés développées qui vont se déliter, et du point de vue des sociétés qui espéraient y accéder et qui n'y accéderont pas, et on s'aventure vers des drames potentiels, drames humains, des guerres, des famines, des flux non maîtrisés, beaucoup de malheurs, beaucoup de morts probablement aussi, des catastrophes. Ça, c'est le scénario noir, mais c'est un scénario possible, hein, puisque ça dépend que de nos inactions ou de nos erreurs. Et l'autre scénario, et c'est ce qui fait que moi je reste un optimiste, parce que sinon je ne serais pas enseignant, je ne créerais pas d'école de design pour essayer de former des designers pour ne pas faire en sorte que ce scénario advienne, justement, qu'un autre scénario advienne, c'est notre capacité à changer de manière, à être à la hauteur des défis du monde, et donc derrière de s'organiser différemment, de penser différemment, de décider différemment, de produire différemment, de partager différemment aussi. Et si on part sur ce chemin-là, je pense qu'on peut avoir des scénarios moins noirs. Alors ça ne veut pas dire moins exigeants, moins brutaux, peut-être qu'ils seront dramatiques aussi, mais probablement moins que dans le premier cas. Ok. C'est quoi parce que tu l'as dit, donc tu diriges une agence de design, et en fait quand on pense... École de design. J'ai dit quoi? Une agence. Une agence, pardon, une école. Une école de design. Et quand on pense au design, on pense majoritairement aux produits, on pense aux designers, on peut éventuellement penser à la mode, mais on voit pas bien le rapport avec la marche du monde. Et j'aimerais comprendre comment tu fais le lien avec les deux. D'accord. Il faut déjà peut-être revenir un petit peu en arrière. Regarder un petit peu l'histoire. C'est que le design, il apparaît au 19e siècle. Il apparaît, même pas comme terme, hein, en tout cas comme posture et comme nécessité au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle. C'est-à-dire tout d'un coup, on a la capacité de transformer de la science en techno et de la techno en process, des process en machine. Tout ça dans un cadre industriel, donc des usines, etc. Et avec l'organisation sociale qui va avec. Mais aussi avec les opportunités qui vont avec. Tout d'un coup, les objets vont être produits par des machines. Les objets, jusqu'à présent, ils étaient produits par des artisans qui étaient en maîtrise totale de leur art, du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance des matériaux et puis une connaissance des produits. Bon. Avec la révolution industrielle, tout d'un coup, c'est les machines qui vont faire ça. Et donc, la production des objets, tout d'un coup, est confiée à des machines. Et ces machines sont, servies, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que c'est servi par des gens qui n'ont pas de compétences, qui sont juste là pour les faire fonctionner. C'est la naissance des prolétaires. Des gens dépourvus de leur savoir, qui n'ont plus de savoir. On n'a pas besoin de leur savoir pour produire tout ça. Donc la question de la beauté, quand même, s'invite. C'est-à-dire comment on fait en sorte que les produits restent beaux. Donc comment la beauté s'invite dans des objets qui sont produits par des machines. Et donc c'est tout l'objet du design du 19e siècle, c'est-à-dire est-ce qu'on résiste à ça, c'est les ludites, hein, voilà, on va casser les machines, ou au contraire on accompagne ça. Et c'est l'accompagnement qui a été choisi.
On est dans la promesse d'un progrès matériel, d'un progrès social, parce que ça induit un progrès social. La révolution industrielle, elle a induit du progrès social. Il a fallu à un moment donné que les gens apprennent à lire, calculer, parce que c'était nécessaire pour fonctionner tout ça. Donc l'instruction, elle est induite aussi par la révolution industrielle. Mais on est quand même dans cette idée d'une terre infinie, de ressources infinies, et d'une histoire qui va vers le plus. C'est à la fois peut-être le rêve du capitalisme, c'est le rêve du communisme naissant, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des jours meilleurs, d'accord, pour peu qu'on s'organise comme il faut. On est quand même dans cette idée que nos savoirs peuvent se transformer en production, nos productions peuvent se transformer en bonheur. Bon. Le XXe siècle, il va continuer là-dessus, c'est-à-dire qu'en passant à un autre type d'imaginaire, qui est celui non plus de la fabrication, mais qui est celui de la jouissance, au travers des objets, évidemment, pour accéder à une forme de vie qui est grosso modo the American way of life, d'accord, c'est-à-dire que voilà, une maison, des enfants, une tondeuse et une pelouse, une femme. Voilà, bon. Et non, mais je rajoute exprès la femme, c'est comme une sorte d'objet ménager qui est là, qui contribue au bonheur familial. Le design, il est le supplétif du marketing, là, à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est là au service de la création des désirs. Il faut désirer, parce que au XIXe siècle, il s'agissait de produire de la beauté. Au XXe siècle, il s'agit de susciter le désir pour que la société de consommation fonctionne, puisqu'elle fonctionne par le fait qu'on consomme, et on consomme, et on consomme à nouveau des choses qu'on a déjà, mais dont on va se séparer, et puis qu'on va consommer la même chose, mais un peu mieux. Bon. Et donc, le design, il participe toujours aux rêves et aux imaginaires du moment. D'accord ? Bon. Et franchement, le XXe siècle, ça a été, malgré ces deux guerres, et les millions de morts, c'était cette illusion de l'accès au bonheur par l'accès aux objets. Voilà. L'accumulation, et puis l'ascenseur social qui va avec. En tout cas, au niveau des statuts, ça c'est sûr, mais probablement aussi au niveau de l'accès à l'éducation, au confort. Bon. C'est les 30 glorieuses, les fameuses 30 glorieuses. Là, il se trouve que ce système, il atteint ses limites. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut accéder à ça, d'accord ? Et on le comprend, parce qu'il y a la promesse de la jouissance. Oui, sauf que là, on tape dans les limites du système. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Bon. Et donc, on arrive à un moment où le design, qui était donc... qui accompagnait la production de beauté au XIXe siècle, qui accompagnait la production de désir au XXe, il va falloir qu'il accompagne autre chose. C'est la production de sens. Maintenant. C'est-à-dire qu'on a la recherche de sens. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce qu'on a fait, ça n'a pas de sens. Ou si c'en a un, il nous amène directement dans le mur. Et donc, il faut se mettre à produire du sens. Donc, à remettre du sens dans la société, dans nos liens, dans notre rapport à la production, dans notre rapport au savoir, dans notre rapport au pouvoir aussi. Et le design, il s'invite là aussi, justement. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? C'est l'étymologie du mot design. C'est-à-dire que le mot design, ça vient d'un mot italien, c'est disegno. Et disegno en italien, ça veut dire le dessin IN, je dessine, disegno. Mais ça veut dire aussi le dessin EIN, c'est-à-dire le projet. En italien, il disegno della legge, ça veut dire le projet de loi. Donc le dessin EIN, qui sort de ce mot-là, disegno, comme dessin IN, voilà, il se réfère à un temps où dessiner, c'était avoir des projets. C'était du temps avant la science, avant les maths. Avant la séparation du corps et de l'esprit, de la nature et de l'homme, de la nature et de la culture, un plan, c'est à la fois un projet et c'est un dessin. Et le design, c'est à propos de ça, c'est à propos de nos projets. Donc, le design, qu'est-ce que c'est au XXIe siècle, pour répondre à ta question ? C'est pas un métier, parce que designer, c'est un métier. C'est pas une discipline, parce que dans un projet, pour qu'ils réussissent, il faut que tu réunisses des talents très très différents, des savoirs très très différents. Ils sont différents, mais ils participent au même projet. C'est-à-dire que le projet c'est le même, mais les contributions ne sont pas les mêmes. Mais le projet c'est le même. Donc c'est une culture du projet. Et c'est dans cette culture du projet, qu'est-ce qui anime le projet ? C'est forcément les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet sans gens. C'est-à-dire qu'un projet, ça peut pas être une chaise, ça peut pas être un lit. C'est celui qui s'y assied ou c'est celui qui s'y couche. Et celui qui s'y couche, il peut s'y coucher pour dormir, ou il peut s'y coucher pour mourir. Il peut être dans sa chambre, il peut être dans une unité de soins palliatifs à l'hôpital. C'est toujours un lit, mais c'est pas le même lit. D'accord ? Bon. Donc pourquoi le design, il est parfaitement adapté aux enjeux du XXIe siècle ? C'est que tout d'un coup, il dit à tout le monde, c'est-à-dire qu'en tant que culture, qu'est-ce qu'il a ? Il invite tout le monde à dire, il faut que nous partagions.
ensemble le projet. Ce projet, c'est le projet humain. L'enjeu auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est comment on fait pour vivre ensemble bien aujourd'hui, mais bien demain et bien après-demain. C'est-à-dire pas simplement nous, mais les enfants, nos enfants et les enfants de nos enfants. Il faut se remettre à avoir des projets, à collaborer sur ces projets, en ayant tous le même projet. Donc c'est la seule chose qui nous unit, c'est la destination, que je désigne du doigt, hein. Donc je le désigne, ça s'écrit pareil que désigner, d'accord? C'est-à-dire qu'on va par là. Et les designers, ils contribuent au maintien de cette culture. Parce que les tropismes des professionnels, en règle générale, c'est de retomber sur leur savoir. C'est-à-dire qu'ils disent, moi je suis un ingénieur, je fais des algorithmes, et c'est rigolo, ça m'amuse. Non, oui, mais enfin, tu fais des algorithmes parce que ça sert à quelque chose. Si tu l'oublies, tu es en train de commettre un crime, d'une certaine manière. Ton business model, oui, c'est super, parce qu'il faut que ta boîte, elle soit rentable. Mais le business model ne peut pas être un objectif en soi. C'est-à-dire que la mission de ta boîte, c'est pas de faire des bons business models, c'est de servir ses clients, c'est de servir ses collaborateurs, c'est de servir ses partenaires. Le design, c'est ça en fait. C'est cette culture du projet qui se réinvite, parce qu'elle dit maintenant, il n'y a pas de progrès mécanique, ça n'existe pas. Les progrès sont ceux que nous déciderons de faire. Et donc, ces progrès, ils sont forcément liés à nos projets. Ces projets, ils sont liés à une culture du projet qui invite tout le monde à participer en égaux, en pair, hein, en disant, c'est là qu'on va, comment on fait pour y aller? Mais en tout cas, on y va ensemble. Et pour ça, il faut qu'on partage cette culture, et cette culture qui est centrée sur l'humain, centrée sur le projet humain, centrée sur la satisfaction non seulement des besoins matériels, mais des besoins sociaux, des besoins politiques, des besoins culturels. Il faut absolument qu'on revienne à cette culture-là. Et c'est ça l'ambition du design au XXIe siècle. Toujours synchrone avec l'esprit du temps. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on pense design, on pense produit. En fait, on pense pas du tout à... J'aime bien cette idée de designer, désigner, ce que tu disais, le dessin, c'est hyper intéressant parce qu'on l'envisage pas forcément de cette manière-là. Néanmoins, alors avant d'aller là, je voudrais repartir sur les produits parce que quand je regarde un petit peu comment on peut faire bouger les choses, moi je crois que il y a énormément de produits qu'on a au quotidien. En fait, les gens ils consomment ce qu'on leur vend, hein, à un moment donné. Et en fait, ces produits-là sont pas pensés pour faire des économies d'énergie, pour faire des économies de matière, pour être partagés. En fait, c'est pensé pour une société individualiste, quelque part. Donc, on se retrouve tous avec un aspirateur, ce qu'on appellerait le confort moderne. Alors, at large, hein, je prends l'aspirateur parce que j'en ai un devant les yeux, mais ça pourrait être un fer à repasser, une machine à laver le linge, un lave-vaisselle, je sais pas, un four, etc., etc. Alors qu'en réalité, quand on regarde nos vies, évidemment, l'aspirateur, il sert une fois par semaine. Le lave-linge peut-être une fois ou 2 fois par semaine pour les familles, le four quand on cuisine, la voiture majoritairement du temps elle est garée, etc., etc., etc. Donc en fait on a généré du désir autour de produits qui sont pas designés pour faire des économies d'énergie. Je pense j'ai une bouilloire aussi en face des yeux, la bouilloire, je sais pas si tu as vu ce TED talk sur le design justement qui t'explique à quel point ça consomme énormément d'énergie, les gens n'en ont aucune idée, parce qu'en fait, ils sont pas du tout formés pour. Je pense aux machines à laver le linge qui ont des vieilles résistances pour chauffer l'eau, alors qu'en fait, on a de l'eau chaude à la maison. Enfin bref. Est-ce que c'est pas la première dimension du design qui va faire évoluer, ou est-ce qu'il faut commencer par le dessin? Donc, où est-ce qu'on veut aller? Tout est lié, parce que en fait, les objets sont les conséquences de nos visions, de nos imaginaires. C'est-à-dire pourquoi les objets dont tu parles, finalement obsolètes, ou trop nombreux, ou peu utilisés, ils sont nés de l'illusion que y a pas de limite. C'est-à-dire que de toute manière, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans les ressources, il n'y a pas de limite dans l'énergie. Tout cicatrise très très bien, il n'y a aucun problème. Ça va bien se passer parce que justement, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune contrainte. On se posait même pas la question, je crois. On se posait pas la question. Et parce qu'on est dans cette idée quand même très très cartésienne de la maîtrise de la nature, hein, c'est-à-dire que la nature est à notre disposition, on peut épuiser comme on veut, d'accord. On n'a pas de responsabilité, hein, les objets, les animaux eux-mêmes sont des objets, hein, ont été des objets, ils ne sont presque plus là maintenant, mais ils ont été des objets longtemps, hein, des objets véritablement, on peut faire ce qu'on veut des objets, on peut les détruire, les casser, voilà, ça n'a aucune importance. Ça, c'est le résultat de notre vision du monde. C'est-à-dire une vision du monde dans laquelle nous sommes centraux. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment centré sur l'humain, mais du mauvais point de vue. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous, voilà, un peu comme le géocentrisme avant. Il n'y a que nous, on est au centre de tout. Et donc, tout est à notre disposition.
Et donc, on voit bien que cette vision du produit, elle est liée à cette vision-là. Le paradigme qui est en train de s'installer, c'est un monde limité, un monde meurtri, un monde qu'il faut guérir, régénérer éventuellement, soigner. Et donc, tout d'un coup, les imaginaires sont plus du tout les mêmes. Ça veut dire qu'on sait qu'il va falloir qu'on soit économe, il va falloir qu'on soit en maîtrise de nos besoins, d'utilisation de la matière, qu'il va falloir peut-être arrêter de produire un certain nombre de choses, mieux utiliser un certain nombre de choses, partager, c'est-à-dire une voiture, la voiture partagée, c'est déjà un début de réponse. Ça sert à rien d'avoir autant de voitures que de foyers, d'accord ? 40 millions de voitures. Voilà, c'est ridicule. À la fin. Et donc, les objets sont toujours les conséquences de nos paradigmes. Et donc, changeons de paradigme, nous changeons d'objet. Mais alors, on peut dire que quand on change d'objet, on change de paradigme, sauf que c'est plus compliqué parce qu'il faut passer d'un paradigme à un autre, il faut passer d'une vision à une autre. Donc, et cette vision, c'est une vision que les entreprises portent, que les États portent aussi. Comment on fait pour passer d'une culture à une autre ? On voit bien combien c'est difficile pour l'État lui-même, parce que pas que pour des raisons idéologiques, pour des raisons d'inertie ou de nécessité de transformer les choses pas à pas, parce qu'on peut pas faire les choses comme ça, c'est pas vrai. Les entreprises, passer d'une culture de la performance à une culture de la mission, de la raison d'être, c'est compliqué de passer d'une culture à une autre. Donc, mais en même temps, c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est probablement ça qui fait que les produits de telle ou telle entreprise, d'un Danone, d'un Valeo, d'un Renault, d'un IBM, voilà, c'est du service, ils seront d'une nature différente, parce que tout d'un coup, ils seront au service d'une autre mission, d'une autre vision. Donc les objets sont toujours les conséquences de nos décisions et de nos visions. Donc, mais c'est lié. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de produire des objets. Il s'agit de produire les bonnes visions maintenant pour que les objets que ça induit, ça soit les bons. Est-ce que fondamentalement, on a parlé un petit peu de l'accumulation. Est-ce que fondamentalement, ça s'oppose pas, en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait. Alors, il y a plein de gens qui utilisent le mot de décroissance. Moi, j'aime pas trop utiliser le mot de décroissance parce que pour moi, croissance, décroissance, ça dépend de ce qu'on mesure. Si on est dans la croissance de la sagesse, on peut être en croissance infinie, ou de croissance du savoir, de la connaissance. On peut être dans une croissance infinie. Voilà. S'il s'agit de croissance purement financière, là, on a plus de problèmes, évidemment. Mais est-ce que justement, ça s'oppose pas de se dire, le design, on va designer des nouveaux concepts. Est-ce que ça s'oppose pas avec le fait de protéger je sais même plus quel mot utiliser parce que la nature, on a l'impression qu'on est à l'extérieur, le vivant, voilà. Oui. Non, je crois que c'est pas incompatible. C'est incompatible si on fait pas la révolution jusqu'au bout. C'est-à-dire si on fait pas la métamorphose jusqu'au bout. Si on est en train de penser que l'ancien système, il était pas si mauvais que ça, c'est une question de réglage. Et donc on va rester dans cette logique industrielle et on va continuer de produire des objets à destination de chacun. Pour des raisons à la fois d'illusion fonctionnelle, mais aussi de statut, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire ma voiture, mon aspirateur, ma maison, aussi, on va dire mon jardin, pour passer à autre chose. Donc ça veut dire que c'est le design du projet. Je reviens au projet, c'est-à-dire quel est le projet ? Notre projet collectif, qui va nous permettre d'avoir des projets individuels, parce qu'il ne faut surtout pas que ça soit incompatible, parce que sinon c'est la Chine de Xi Jinping. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un projet collectif, il est très très clair, mais les projets individuels, tout le monde s'en tamponne, c'est-à-dire que ça n'a aucune importance. Et donc comment on arrive à cet équilibre subtil entre l'émancipation individuelle, donc l'expression de ses projets personnels, dans le respect de mes droits humains, d'accord, entre autres celui de ma liberté de penser, et puis en même temps du projet collectif. Eh bien ça, il faut qu'on le pense. C'est pour ça que le design, pour moi, il est d'abord politique. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de dire dans quel monde voulons-nous vivre. Alors, le monde physique, le monde social, d'accord, le monde économique, dans quel monde voulons-nous vivre. Et qu'est-ce que ça induit ? Typiquement, si tu parles d'accumulation. L'accumulation, elle est vraiment clairement liée à cette idée de il n'y a pas de limite, bien sûr, voilà, et de l'individualisme. Ça s'exprime dans des objets partagés. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités de partager son aspirateur, sa machine à laver. Ça induit des choses. C'est-à-dire que si on le partage, c'est que probablement il n'est pas chez moi. Donc, il est dans un espace commun. Sur un espace commun, c'est que donc nos espaces de vie sont connectés à ces espaces communs. Alors peut-être que nos espaces de vie ne sont plus des maisons, ou sont plutôt des maisons de ville, ou sont des immeubles.
Et on voit bien comment le modèle, par exemple, du pavillon, etc., c'est un modèle qui est vraiment né de l'imaginaire individualiste de la société de consommation, qui est en train d'être remis en cause. Hein. Et ça va être compliqué, hein, parce que c'est quand même le rêve de la plupart des familles. Les d'accord, gens qui nous écoutent sans doute, ils doivent se dire, ils sont bien mignons, mais moi, j'ai pas du tout envie, parce qu'en fait, on est tous emprunts de ces imaginaires. C'est-à-dire, enfin, alors, j'utilise le mot imaginaire, je sais pas si tout le monde est très à l'aise, mais et toi, tu l'utilisais aussi, mais c'est vrai que les imaginaires, c'est-à-dire, on a des imaginaires collectifs qu'on partage donc toutes et tous, plus ou moins, mais autour de ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que le succès, etc., etc. Et on se rend compte que c'est ça qui pose, enfin, c'est là où ça coince, quoi. Donc, ça nous oblige à l'action pas à pas. Parce que moi, je pense que l'action pas à pas, elle est déterminante. Je ne crois pas aux révolutions en une nuit, quoi. Voilà, ça n'existe pas. Ou quand on le fait, c'est la barbarie. C'est forcément de la violence, c'est la coercition. Donc, il faut avancer vers d'autres modèles. Réinventer la ville, c'est partir de l'existant. Mais on peut parfaitement, par exemple, une ville comme Paris, il y a très peu de gens qui ont la chance d'habiter une maison quand même, hein, globalement. Oui, à Paris, Paris Intramuros en particulier. On est dans l'habitat collectif, mais donc on peut parfaitement imaginer de redesigner, c'est-à-dire de réaménager un certain nombre d'espaces qui deviennent des espaces collectifs. Et franchement, il y a plein d'endroits aux États-Unis, voilà, où il y a des espaces collectifs. On partage la même machine à laver, on partage la même machine à sécher, on partage les perceuses, on partage les voitures, d'accord ? Donc, il faut qu'on instancie ça, c'est-à-dire qu'on fasse des preuves, qu'on instancie petit à petit, qu'on installe des choses, des nouveaux espaces, des nouveaux usages, des nouveaux objets, qu'on expérimente la non-propriété, mais l'usage, justement. Et petit à petit, cette éducation, elle va se faire, parce que ce qui fonctionne se généralise, hein. C'est-à-dire qu'il faut, à partir du moment où tu fais l'expérience du partage d'un véhicule, tu dis, c'est génial, ce truc-là, tu n'as pas besoin de payer une bagnole qui va me coûter 7 000 € par mois, par an. Voilà, je sais que je peux l'utiliser ponctuellement. Moi, par exemple, j'ai plus de voiture depuis 16 ans, j'ai plus de voiture, d'accord? Ça ne sert à rien. Quand j'ai besoin d'une voiture, je la loue, ou on en prête une, ou je prends un véhicule partagé. Petit à petit, on va réussir à installer de nouveaux usages, de nouveaux espaces d'expérimentation. Ces nouveaux espaces d'expérimentation, à un moment donné, ils se généraliseront. Mais ça nécessite de tenter, d'expérimenter, de tester, de communiquer, derrière aussi, parce qu'il faut bien communiquer ça, et puis d'éduquer. Parce que c'est une question d'éducation. Hein. Il y a un exemple qui me vient en tête quand je t'écoute, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent se disent... mais il est bien mignon, mais moi, j'ai pas... C'est pas pratique. Si je partage ma voiture, ça veut dire qu'il va falloir que j'attende... l'immeuble, mais je vois pas où est-ce qu'on va mettre des espaces partagés. Et en fait, il y a un exemple qui me vient en tête, dans les immeubles parisiens en particulier, qui est l'ascenseur. L'ascenseur, c'est un objet que personne ne possède, qui est totalement partagé, ouais. qui a été ajouté en général dans les immeubles, alors pas en banlieue, mais à Paris en tout cas, ça a été ajouté. Donc c'est bien un espace qui a été ajouté, partagé, où personne ne possède, et qui fonctionne très bien. Et parfois, c'est vrai qu'on doit attendre l'ascenseur. Ça dure jamais très longtemps, mais on l'attend. Et voilà, ça me semble être un bon exemple de design. Mais tu vois, tu prends les immeubles haussmanniens. Il y avait une loge pour la concierge. Elles sont vides. Il y a personne dedans, d'accord? Ou alors c'est transformé en logement, mais il y en a beaucoup où c'est juste des vélos à l'intérieur, d'accord? C'est devenu un local à vélo. Bien sûr. Ça peut parfaitement être un local partagé, hein, parce que dans ces loges, il y a vélo, il y a l'électricité, d'accord? C'est-à-dire que tu peux parfaitement imaginer de mettre en place des ressources partagées dans des espaces comme ça. Ces espaces, ils existent. C'est les usages qu'il faut mettre en place. Et une fois qu'on les expérimente, et surtout qu'on en voit les avantages, parce que les avantages, c'est des avantages d'ailleurs financiers, hein, c'est-à-dire que je n'achète pas de machine à laver, hein. Ça fait partie de mes charges, et ça me coûte infiniment moins cher que si c'était ma machine à laver. Et s'il s'agit de Paris, c'est aussi un espace dans l'appartement. Exactement. Parce que tout le monde n'a pas de grands appartements. Exactement. Donc, et c'est marrant parce que je crois que quand il s'agit des machines à laver, les gens n'imaginent pas, moi j'ai vécu à New York, que effectivement à New York, dans la majorité des buildings, les machines elles sont en partage, alors que les gens sont très riches. Donc c'est pas une question de moyens vraiment, mais c'est plus une question, alors pour le coup c'est des contraintes, je pense qu'il y a pas les réseaux qui permettent de mettre des machines à laver dans les c'est fait dans les condos, donc dans les immeubles nouveaux, mais dans les immeubles anciens, en fait les machines à laver sont en bas. Et donc même des gens qui sont millionnaires partagent leur machine à laver. Ça peut sembler un peu étrange comme ça à l'entendre quand on n'a pas expérimenté, mais c'est quand même la réalité de plein d'immeubles à New York.
Et on voit bien l'impact que ça aurait. T'imagines si il y aurait qu'une machine à laver par immeuble, t'as 10 appartements, une machine à laver. Pas une, mais 3-4, quoi. Ouais, mais enfin, l'impact. Alors évidemment, on va dire, mais c'est des chômeurs. On va fabriquer moins de machines à laver, on va fabriquer moins de voitures, on va fabriquer moins d'aspirateurs. Bah bien sûr, on va fabriquer moins de tout ça, mais on va fabriquer probablement autre chose, d'accord. Peut-être on va on va pouvoir mettre plus d'argent dans le soin, dans l'éducation, dans la mobilité douce, dans les transports en commun, dans les services publics. Il y a moyen de faire voyager l'argent et les boulots qui vont avec, d'accord. Parce que après c'est une question de survie. Alors, peut-être que oui, là on a des phases de transition à gérer, mais à terme on peut espérer que ça sera mieux. D'ailleurs, tu fais référence au mot soin. Peut-être on n'a pas exactement fini sur le design. J'ai pris des exemples, la bouilloire, la machine à laver, j'ai pas expliqué la douche, mais est-ce que tu as des exemples comme ça de produits que le design a généré, qui sont des produits tellement individualistes qui ont été mal pensés finalement, enfin mal pensés, ou en tout cas pensés pour une période, mais qui correspondent plus à aujourd'hui? C'est difficile comme question. C'est compliqué. La voiture, c'est le cas, par exemple. La voiture, c'est le cas, mais de manière individuelle. Le problème, c'est pas qu'ils étaient mal pensés, c'est qu'ils ont été super bien pensés. Oui. C'est pour ça que ils sont indispensables, d'accord. Et il y a un objet qui est parfaitement emblématique de ça, hein. C'est nos smartphones, d'accord. C'est quand même absolument incroyable que on change de smartphone tous les 3 ans. Il y a quelque chose d'aberrant. Mais il n'y a pas un problème de design, justement. Moi, j'ai l'impression que on se remémorera de Apple comme du plus mauvais designer du XXIe siècle. Parce qu'en fait, on change de téléphone parce qu'on ne peut pas changer les éléments qui sont à l'intérieur. Ni la qualité de la caméra, et en particulier pas la capacité de la batterie. Oui, mais là, je pense que c'est un raisonnement qui est un raisonnement pour moi du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on est encore dans j'en veux plus. J'en veux plus. Mais pourquoi il faudrait qu'on en ait plus? Il y a plus de quoi? Plus de ce qu'on a envie de nous vendre, d'accord? Mais pas forcément plus de dont j'ai besoin. Et donc, c'est à la fois l'effet rebond, c'est-à-dire que les technologies, on invente des technologies, et chaque fois qu'on invente des technologies, on se dit, bah, c'est cool, on va faire des économies. Mais non, parce qu'en fait, tu les utilises plus. C'est-à-dire, les LED, c'est génial, ça consomme beaucoup moins d'énergie, bah, on va en mettre plus. D'accord? Ce qui fait qu'à la fin, tu consommes plus d'énergie que quand il n'y avait pas de LED. Parce que tu te dis, bah, c'est génial, puisque ça coûte moins cher, je vais en mettre beaucoup plus. C'est la même chose pour l'informatique. Moi, je viens de l'informatique. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas designer de formation. Hein, d'accord, je dirige une école de design, je fais la promotion design, mais je ne suis pas designer de formation. Ce qui ne m'empêche pas de penser comme un designer. Mais on voit bien comment l'industrie informatique, si tu veux, elle est parfaitement symptomatique de ça. C'est-à-dire que chaque fois que tu augmentes la capacité des disques durs, des puces, etc., eh ben, tu les utilises et tu tombes sur leurs limites. Et tu dis, bah non, il faut qu'on passe à la génération d'après. Donc, tu as 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, ou l'iPhone 14, l'iPhone 15, l'iPhone 16. C'est de la folie. D'autant plus que les ressources qui sont dans un smartphone, c'est les ressources rares, c'est les ressources compliquées, que c'est très très compliqué de désarticuler un smartphone, d'accord? Parce que c'est en toute petite quantité, compliqué. Exactement. Ouais. Tu te dis, mais alors, c'est pas du bon design au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire que le dessin qui est derrière EIN, c'est pas le bon. C'est celui de nous vendre ce truc-là 15 fois, d'accord? Donc là, c'est du mauvais design, d'accord? C'est le design du XXe siècle, c'est celui qui exacerbe mes désirs, qui participe à l'exacerbation de mes désirs, et donc de l'envie, je dirais, sauvage, de les satisfaire. Quasiment mortifère. Voilà, ouais. Et donc, c'est ce que je te disais, le design, il accompagne toujours les imaginaires du moment. Donc, l'imaginaire du XXe siècle, il n'est pas mort. Hein. C'est-à-dire qu'on est encore en train de rêver, de consommer, de surconsommer, etc. Parce que c'est l'origine de notre bonheur. Et donc, passer d'un paradigme à un autre, alors on appelle ça la sobriété. Moi, je pense comme toi que c'est pas forcément la sobriété, c'est peut-être simplement l'intelligence, d'accord? C'est-à-dire que face à une ressource qui n'est pas là, c'est pas que tu vas faire preuve de sobriété, c'est de faire preuve d'intelligence, parce que tu vas pouvoir tu veux continuer à vivre décemment, tu veux continuer à avoir des relations sociales, et donc tu vas t'organiser pour. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve ça chez les animaux. On retrouve ça par exemple chez les lions, où quand ils se rendent compte que leurs proies, puisque finalement c'est de ça qu'il s'agit, sont pas assez en grand nombre, ils sont capables de se mettre en diète, on va dire, pour laisser leurs proies se reproduire, pour ensuite les chasser, parce qu'en fait ils savent,
Oui, ils ont cette intelligence de se dire, si je mange tout, à la fin, il y aura plus d'antilope ou il y aura plus de zèbre ou je sais pas, peu importe ce qu'ils mangent. Et du coup, je pourrai plus bouffer. Donc, ça sera la fin. Et en fait, c'est assez étonnant de voir que les animaux sont capables de le faire. Et nous, comme animal, puisqu'on est des primates, on a perdu étonnamment cette intelligence. Oui, mais il s'agirait de savoir qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est une sorte de constante anthropologique, quelque chose qui ne dépend pas de notre culture, mais qui est de notre nature, d'accord? Parce qu'on est quand même le résultat d'un processus d'évolution. Ouais, c'est clair. Et ce qui relève de notre culture. Les deux, parce que je pense que ce qui relève de notre culture, c'est quand même, et plus particulièrement depuis 200, 300 ans, c'est une culture démiurgique. C'est-à-dire qu'en fait, on est les maîtres du monde. Voilà. Et la science nous en donne l'illusion chaque jour. On est capable de faire dévier des corps astro, des planètes, des petites planètes à des millions de kilomètres d'ici. Voilà, nous sommes les maîtres du monde. Et donc, si on sait faire ça, on sait tout faire. Et c'est une forme d'humilité qu'il faudrait qu'on retrouve, nécessaire à nos vies, à la qualité de nos vies, et probablement de nos vies sociales, nos vies intérieures aussi, certainement. Cette humilité-là, il faut qu'on la retrouve. Tu faisais, donc je te disais tout à l'heure, j'allais te poser la question, puis j'ai finalement dérivé, mais tu fais le lien, entre le design et le soin, et j'aimerais comprendre ce lien. Comment tu le fais? Je le fais parce que à partir du moment où tu dis que le design, c'est cette culture du projet dont l'objectif, la mission, c'est de contribuer à créer les conditions d'expérience de vie réussies pour tous et chacun, ça veut dire que tu es au petit soin. Tu es au petit soin, d'accord? D'être au petit soin, tu vois, on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu vas t'occuper de quelqu'un, d'accord? Et il va être content que tu t'occupes de lui. Tu es au petit soin, et il est content, toi tu es content parce que tu le sais, lui il est content parce qu'il est servi. Donc, ces petits soins du quotidien, d'accord? Des signes d'affection, des signes d'intérêt, des signes de... Voilà, tu es au service d'eux, d'accord? C'est déjà une culture du soin, d'accord? C'est une culture de l'attention à l'autre. Alors évidemment, le soin, quand on pense aux soins, on pense souvent aux soins à la santé. On pense à l'hôpital. On pense à l'hôpital, on pense à la santé psychique, à la santé physique, mais on pourrait penser aussi à tous les risques psychosociaux, d'accord? Voilà, nos santé psychosociales. Donc en fait, le soin... Comme le dessin, finalement, comme le projet, c'est un terme que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu prends de la hauteur, tu vois que ça s'applique à énormément de situations. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes des animaux sociaux que nous prenons soin les uns des autres. Et ce soin est déterminant parce que c'est parce que je prends soin de toi que probablement tu vas prendre soin de moi. D'accord? D'une certaine manière, en te protégeant, je me protège. Parce que c'est une forme de contrat social entre nous, et qui fait que c'est parce qu'on se soigne les uns les autres, comme on s'épouillerait, voilà, on se mangerait nos propres, les poux des autres, etc. Et ce qui assure à la fois notre bien-être physique, mais aussi notre bien-être social, et puis une forme d'équité dans la manière, d'équilibre dans la manière dont on va vivre ensemble. Donc pour moi, la culture du soin et la culture du design, c'est la même chose. C'est cette culture du projet humain. On se met à son service. Ce projet humain, c'est l'autre. C'est justement pour l'avoir oublié que l'autre n'est pas le décor de ma vie, d'accord? Comme la nature n'est pas le décor de ma vie. Mais en fait, l'autre est le décor de ma vie aujourd'hui. Et la nature est le décor de ma vie. Et c'est du solipsisme. C'est-à-dire, je suis au centre de tout. Je vais jouir sans entrave, comme on disait en 1968, comme je te le disais tout à l'heure, voilà. Et donc, je vais jouir sans entrave. C'est ma jouissance qui va être importante. Et faut passer à autre chose. C'est l'autre, c'est la qualité de la vie de l'autre qui va être au cœur de mes propres actions, parce que ce que je fais impacte l'autre. Donc c'est la responsabilité politique, c'est la conscience politique, c'est cette idée de j'appartiens à un groupe à la santé duquel je participe, qui doit prévaloir. Donc c'est la culture du soin et le design sont irrémédiablement liés. Alors le design tel que moi je l'imagine au XXIe siècle, c'est un design qui s'intéresse à la qualité de nos vies communes et individuelles. Pour toi, ça a été quoi l'impact parce que tu parles de jouissance individuelle et ça me ramène aux lumières. Ça a été quoi l'impact des lumières pour toi dans notre société? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui se rendent pas compte que les imaginaires qu'on a, en particulier l'individualisme, ça vient des lumières. Mais pareil, le discours de la méthode, c'est aussi à ce moment-là, c'est pareil, c'est les lumières. Donc j'aimerais comprendre, parce que le discours de la méthode, c'est le discours du projet, en fait. Donc c'est le fait de découper tout en morceaux. Pour moi, justement, ce n'est pas la culture du projet, la culture de la méthode. Parce que le discours de la méthode, c'est quelque chose qui sait partout.
justement, le discours de la méthode, il sépare le vivant, la nature de l'homme, le corps de l'esprit. Et donc, pour moi, Descartes, c'est l'analyse, Descartes. Ouais, mais c'est le début de la fin, pour moi. L'analyse, c'est le fait de découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Et ça, c'est une erreur, parce que tout expliquer, c'est tout maîtriser. Hein. Et cette idée qu'on maîtrise tout, c'est-à-dire qu'on est l'horloger du monde, voilà, le monde est une horloge, on est capable de la démonter, de la remonter, c'est ça qui est à l'origine de nos problèmes. Et c'est ce mariage-là, avec les lumières, c'est-à-dire quand les lumières rencontrent la méthode, si tu veux, là tu peux tout craindre. Parce que si je regarde les lumières comme cette posture philosophique qui affirme à la fois la liberté de penser pour soi, pour les autres, et une société humaine qui se construirait à partir de ça, tu peux dire, qui va être contre? Là, cette fois, c'est l'humanisme qui s'affirme. Sauf que il y a quelque chose qui relève du monstre de Frankenstein là-dedans. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui s'invite, c'est la science. Et donc, cette idée de la maîtrise du monde, au travers de sa compréhension, et compréhension des mécanismes qui sont sous-jacents à l'ordre du monde, et que je découvre, et que j'instrumentalise, à mon avantage, d'accord ? Et qui me donne, après que les Lumières, d'une certaine manière, aient dit « Dieu est inutile », d'accord ? Peut-être qu'il existe, mais il est inutile, franchement, on n'a pas besoin de lui pour expliquer ce qui se passe. C'est Dieu est mort. Et en fait, Dieu, c'est moi. Je suis en position démiurgique. C'est Nietzsche qui disait on tue pas, c'est ça, hein, je connais plus la phrase, la citation. Dieu est mort. C'est Nietzsche qui dit Dieu est mort. Oui, mais Dieu est mort et on peut pas tuer Dieu sans conséquence. Je sais plus exactement quel. Il dit Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué, d'accord. Voilà, c'est ainsi par les Zarathustra, mais il s'en réjouit et s'en lamente à la fois parce que ok, Dieu est mort, mais on le remplace par quoi, d'accord? C'est finalement ce principe, on le remplace par quoi? On le remplace par rien. D'accord, on le remplace par rien du tout. Aussi, on le remplace par cette fuite en avant. Non, l'individualisme. Oui, mais cette fuite en avant, de sorte de jouissance, sans limite, sans entrave, parce que le monde est infini et que, a priori, puisqu'il est infini, tout le monde devrait pouvoir en jouir. Bah non, justement, parce qu'il n'est pas fini. Et donc, des lumières qui se sont mis au service finalement, qui ont été instrumentalisées par une forme de scientisme, c'est-à-dire la science qui produit de la techno qui produit des process, et les process qui produisent des objets, mais qui produit aussi un ordre social qui permet ça. Hein. Les lumières, d'une certaine manière, elles produisent des anti-lumières. D'accord, elles produisent de guerres mondiales, elles produisent plein de choses, d'accord. Bon, alors on peut pas dire que c'est les lumières, mais c'est pour ça que je parle de monstre de Frankenstein. C'est des lumières dans lesquelles sont venues s'injecter d'autres choses, d'accord. Moi, je pense qu'on peut réinventer les lumières, c'est-à-dire que c'est le moment de réinventer les lumières, de réaffirmer que l'émancipation individuelle, qu'une sorte d'harmonie sociale est possible, basée sur une inscription libre dans le projet humain. Moi, je pense que c'est possible. Simplement, c'est possible en prenant compte de tout le reste, c'est-à-dire des limites qui sont les nôtres intrinsèquement. Nous sommes limités, d'accord ? Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des démiurges. Les limites du monde et ses ressources. La nécessité d'admettre que nous allons faire des erreurs. Et que pour essayer de les minimiser, il faut probablement qu'on se parle mieux, qu'on dirige mieux, qu'on décide mieux, qu'on prenne le temps, qu'on se donne des outils de gouvernance, de prise de décision qui sont les bons. Moi, je pense que ces nouvelles lumières-là, elles peuvent, mais on revient à ta première question, hein, il y a deux scénarios, un scénario noir et puis un scénario qui est, je ne vais pas dire gris, mais ni blanc, mais qui peuvent nous permettre d'espérer, pour peu qu'on se donne les moyens, d'aller vers ces nouvelles lumières. Alors tu disais tout à l'heure, à l'instant, on peut se tromper, on peut prendre des mauvaises décisions. Comment on fait pour designer des bonnes décisions ? C'est au cœur de la proposition qui est la mienne dans mon école, hein, mais le design que moi je promeux. Moi je pense que l'objet ultime du design, c'est la décision, et plus que jamais. Parce que dans un monde sans fin, c'est un monde résilient. Tu peux te tromper, c'est pas grave. Ça va disparaître dans l'océan de l'infini. Voilà. C'est pas grave, on va recommencer. Bon. Là, on sait très bien qu'on fait un truc, ça va rester. Ça va pas cicatriser. D'accord ? Et là, on en est arrivé à un point où on s'est dit maintenant, si on prend pas les bonnes décisions, on va tous se prendre le mur. D'accord ? Mais tous collectivement. Et donc, l'enjeu, c'est de prendre les bonnes décisions. Là, on se disait, ça n'a pas d'importance, d'accord ? On va produire les objets, puis on verra bien ce que ça va produire comme effet. Là, c'est l'inverse. Il faut inverser la logique, c'est dire, OK, maintenant, les conséquences de nos décisions sont déterminantes. Et donc, il va falloir qu'on prenne les décisions autrement. Autrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en se posant les bonnes questions. D'accord ? C'est-à-dire, les décisions, c'est des réponses à des questions, d'accord ? C'est-à-dire qu'on met une question sur la table. OK.
L'ancienne manière, l'analyse, hein, et ce que ça induit comme posture hein, face au problème, c'est une posture démiurgique, justement, c'est-à-dire je sais, je peux appliquer la science et n'importe quelle question ne résistera pas à ma science. Ça devient un objet scientifique, donc c'est un système d'équations, hein, voilà, on va dire, c'est mon tableur Excel. La dimension humaine, elle disparaît. Elle n'existe pas. C'est juste de la science. La technocratie, c'est ça. Hein. C'est cette idée que les gens sont invités dans le problème une fois qu'on a trouvé la solution. D'accord ? Comme un architecte qui ferait une tour et il s'intéresserait aux gens qui vivent à l'intérieur après. D'accord ? Ce qu'ils font, souvent. Mais c'est ce qui se passe aussi, c'est la métaphore de la manière dont on prend des décisions, dont on met en place des systèmes, c'est-à-dire qu'on met en place des systèmes sans tenir compte de gens qui vont en profiter. Voire des gens qui auraient pu contribuer à imaginer le système. On le fait pas. Alors déjà, ça, c'est un point important. C'est-à-dire que quand on pose une question, la manière dont on étudie la question, c'est très important. Avant de répondre à des questions, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, quand on vous pose une question, surtout, vous n'y répondez pas. Hein. Jamais. Vous répondez à une question qu'on vous pose. Vous vous interrogez sur la qualité de la question d'abord. Puis après, peut-être, vous commencerez à vous poser la question d'y répondre. D'accord ? J'espère que mes questions sont bonnes. Voilà. Non. Donc la question, tu viens toujours questionner la question. Ouais. Une fois que tu as questionné la question, donc tu as compris finalement en profondeur la question, ta question n'a de sens que si tu la confrontes au contexte. Alors souvent, la manière dont on prend des décisions, et la France est la championne de ça, le contexte n'existe pas. D'accord ? C'est-à-dire que le modèle vaut mieux que le réel. Donc moi j'ai mon petit modèle, je suis polytechnicien, j'ai des potes polytechniciens ou centraliens, on s'est réunis entre nous et puis on a modélisé le truc, on n'a pas besoin d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Bah si, il va falloir que tu ailles voir ce qui se passe sur le terrain parce que le terrain est beaucoup plus complexe que ton modèle. Donc ta question, tu vas la confronter au terrain. Une fois que tu as confronté la question au terrain, tu as passé du temps sur le terrain, tu as observé. Tu as vraiment observé, puis tu t'es documenté. Tu t'es aperçu que ta question, en fait, c'est pas exactement celle-là, et surtout, elle fait émerger des problèmes. Tu problématises. Donc tu peux avoir une question, plein de problèmes. Une fois que tu as un problème, tu dis, OK, maintenant, il va falloir trouver des solutions au problème. Plutôt que de trouver la première solution venue, ce qui est le réflexe classique d'un ingénieur. Hein, c'est-à-dire que je trouve une solution, c'est la bonne. Voilà. Alors que moi je dis à mes designers, si vous trouvez une solution, c'est probablement pas la bonne. Donc vous allez la détruire. Et puis vous allez en chercher 15 autres, 20 autres, d'accord ? Puis vous allez jouer avec. Puis vous allez en tester peut-être des bouts sur le terrain. Parce que le terrain, il nous donne toujours des leçons. Non, vous allez tester vos idées sur le terrain. Et surtout, soyez créatifs, soyez fous, d'accord ? Il n'y a pas de contrainte de budget, il n'y a pas de contrainte matérielle, il n'y a pas de contrainte physique, même peut-être vous pouvez avoir une pensée magique quand vous créez, parce que quand on crée, tout est possible. Puis à un moment donné, vous allez vous revenir sur le terrain, donc forcément vous allez atterrir dans le réel. Mais vous aurez vagabondé créativement. Et à partir de problèmes que vous aurez identifiés, parce que vous saurez poser les bonnes questions, que vous aurez confrontés au terrain. Et à partir du moment où vous avez bien créé, etc., vous dites, OK, on va faire ça, parce qu'on l'a testé, des bouts, ça a bien marché, et là on y va. On développe. D'accord ? Et puis quand on développe, après, il va falloir qu'on se donne tous les outils qu'il faut pour le développer ensemble. Toutes les manières qu'il faut pour communiquer, séduire, convaincre, vendre. D'accord ? Bon. Donc, se questionner, se confronter au terrain, problématiser, créer, tester, développer, communiquer, partager, ça c'est la méthode du design. Tu peux le faire pour une décision. Tu me poses une question, il va falloir qu'on décide de la politique nationale de santé ou comment on pourrait réinventer l'éducation demain. Eh ben, on va faire ça. Hein. On va faire exactement ça. Donc, le design, il s'invite partout. Il n'y a rien qui peut lui échapper. Le design, comme culture du projet, hein, parce que pour participer à tout ça, c'est collaboratif. Hein, c'est pas un héros solitaire, voilà, qui serait polytechnicien ou designer. Hein, qui dit, moi tout seul, je n'ai personne, hein, je suis le génie, je peux tout comprendre. Non, c'est-à-dire que je suis pas un génie, je suis plutôt quelqu'un de limité en fait. Mais par contre, on a une bonne méthode, où nos limites peuvent s'articuler aux limites des autres, mon savoir à tes ignorances, mes ignorances à ton savoir, on va articuler tout ça. Et probablement qu'à 15, on va être plus intelligent que tout seul. Alors, parce qu'en plus, on va pas être d'accord. On va se mettre sur la gueule un peu. On va débattre. D'accord ? Il va y avoir de la controverse. Ça va grincer. Ouais, et c'est bien, parce que ça va nous obliger à trouver le bon chemin. Les bonnes questions. Hein. Ouais, à trouver le bon chemin. Et il y a de bonnes chances, si tu fais ça, alors si tu le fais avec tes potes, voilà, mais tu peux le faire avec les gens qui vont en bénéficier, les gens qui vont l'acheter, des gens qui vont le financer. Si tu fais intervenir toutes les parties prenantes, il y a de bonnes chances que ce qui sort à la fin, ça va être bien accepté et probablement que ça va mieux marcher. C'est typiquement ce qu'on fait pas. Hein. On fait pas comme ça. Or,
il y a plein d'expériences où on fait comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que ça sort pas nulle part. Il y a plein d'endroits où on fait ça. Il y a plein d'endroits où on le fait. On l'a pas généralisé, mais il y a plein d'endroits où on le fait déjà. Mais quand tu dis ça, donc ça c'est comment on design une décision, mais ça suppose un dessin qui entre guillemets serait le bon. Je sais pas ce que ça veut dire, mais qui correspondrait à une forme d'éthique. Mais ça voudrait supposer qu'on partage la même éthique, ce qui est souvent pas le cas. Alors, moi, c'est pour ça que je parle pas d'éthique. Moi, je parle du projet politique. C'est en fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, dans quel monde voulons-nous vivre? Alors, et il y a débat, hein, et heureusement qu'il y a débat. D'accord, c'est super qu'il y ait débat. Mais à la fin, il y a une forme de consensus qui émerge de ce débat. C'est l'objet de la négociation. Tu prends une négociation sur les salaires, d'accord? Le patron, il veut ça, le syndicat, il veut ça. On se met autour de la table et à la fin, dire bon, on va faire ça, hein, parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux, probablement. Et parce que donc c'est le mieux, le meilleur qu'on puisse faire, d'accord? Bon. Et donc c'est très important. Ça veut dire que on est jamais dans la pureté, c'est-à-dire c'est déjà pas le truc qu'il fallait faire et c'est ça qu'il faut faire, rien d'autre. Non, c'est le truc qu'on peut faire, vu les circonstances et dans la mesure où c'est le résultat d'un processus consensuel à la fin. C'est-à-dire qu'on n'était pas d'accord, hein, on n'a pas exactement ce qu'on voulait d'un côté ou de l'autre. Mais on a quelque chose qui ressemble à ce que chacun voulait. Et donc, c'est ça le dessin, en fait. Le dessin, c'est comment on progresse, pas à pas, vers du meilleur, en partant du réel. Et ce réel, il est rationnel comme irrationnel. Hein. Il relève à la fois de la science et de nos imaginaires, c'est-à-dire des choses de nos croyances, comme de nos savoirs. Ben, ça progresse petit à petit, d'accord ? Moi, je fais souvent la comparaison avec la social-démocratie. La social-démocratie, c'est quoi ? Ben, c'est cette idée d'un compromis permanent qui te permet d'avancer, voilà, de faire avancer le schmilblick vers quelque chose d'un peu plus acceptable, de meilleur. Là où les révolutionnaires se diraient, mais non, c'est du jour au lendemain qu'il faut faire des choses. D'accord ? Et l'histoire est là pour nous démontrer que ça ne marche jamais. D'accord ? C'est quand on dit c'est du jour au lendemain, c'est que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va mourir de ça. Il y a quelqu'un qui va être soumis à la coercition par ça, tout le temps. Ça soit du sang, soit de la coercition. On n'a pas d'autre choix que d'y aller. Pas à pas, bon, on peut marcher vite, hein, mais on marche quand même pas à pas. Et c'est parce que c'est consensuel. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut débattre, il faut pas être d'accord, il faut s'opposer, il faut mettre les choses sur la table, mais avec cette idée et à la fin, on va se mettre d'accord. C'est vrai, ça me fait penser ce que tu dis à la Révolution française, dans le sens où, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que Louis XVI était assez d'accord pour dire que finalement, il y avait des problèmes d'inégalité, qu'il fallait, à son niveau à lui, à son époque, hein, on remet dans le contexte. Mais du coup, il a créé du ressentiment, ce qui a généré la Révolution, ce qui a fait des morts. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est donc cette vague de démocratie, en tout cas de liberté, ça a été suivi par Napoléon. C'est-à-dire que, en fait, ça a été coupé. C'est-à-dire qu'en fait, les gens étaient tellement perdus dans ce amas de liberté qu'on a vu Napoléon. Et ce que je trouve intéressant, pour revenir à l'époque, c'est que j'ai la sensation qu'on est en train de reproduire la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans un amas de liberté, et là, on voit la montée du populisme un peu partout. Alors, je ne sais pas si c'est la même logique, mais quelque part, j'entends beaucoup quand même, on a besoin d'un chef, on a besoin de quelqu'un qui nous donne la direction, on est perdu, tu vois, et j'ai ce sentiment, quelque part, que c'est la même essence, la même logique. Alors, je constate la même chose que toi, mais je pense que c'est les derniers soubresauts de l'ancien monde. C'est-à-dire que, parce que dans le même temps, il y a plein de gens qui disent « je veux qu'on m'écoute ». D'accord ? De plus en plus, il y a des gens qui disent « je veux qu'on m'écoute, je veux que ma voix compte, je veux que mon avis compte ». Donc c'est le contraire de « je vais confier ma destinée à un seul homme ». Ce qui est plutôt ce qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. C'est plutôt des hommes, souvent en France, pour l'instant. Tu parlais de Napoléon, voilà, mais Louis XIV, c'est-à-dire quand même le système monarchique. On est resté un système monarchique culturellement. Hein. Cette idée de l'homme providentiel qui structure la Ve République hein, et dont s'enivrent les présidents de la République, quels qu'ils soient, même quand ils en sont les opposants. Hein. Confère Mitterrand qui écrit le coup d'État permanent en 1964, et puis une fois qu'il est installé aux manettes, il est bien content d'y être. Hein, et puis il les utilise bien, quoi, d'accord, jusqu'à espionner des gens qu'il n'aurait pas dû espionner. Et donc, on sort de ce monde-là. Et c'est parce que justement ce monde-là ne fonctionne pas que ça craque de partout et que paradoxalement le réflexe c'est de dire bah non, il faut encore
plus fort que ça. Il nous faut un leader, Maximo, un Doce, une Führer. D'accord? C'est un peu ça, quoi, d'accord? Ouais, bien sûr. Et moi, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a besoin de revenir aux gens. C'est-à-dire, en fait, de dire, vous savez, plutôt que de vous imposer des trucs venus d'en haut, si on les décidait ensemble, tu prends, et on peut dire plein de critiques dessus, la Convention citoyenne sur le climat. D'accord? Indépendamment de la manière dont ça s'est passé, les 20% qu'on n'a pas fait, les 80% qu'on a fait, etc. La démonstration, la Convention citoyenne pour le climat, la démonstration, c'est que quand tu prends 150 personnes tirées au sort, qui connaissent rien au sujet, que tu les fais travailler ensemble, ça devient des experts du sujet, ils sont capables de se mettre d'accord, alors qu'ils ne sont pas d'accord au départ, ils sont capables de se mettre d'accord sur un certain nombre de recommandations. Donc ça veut dire que tu fais confiance à l'intelligence des gens, peu importe, c'était un tirage au sort. Tu leur fais confiance, tu leur donnes les outils, tu leur donnes le temps, ils produisent de l'intelligence. Tout le temps, ils produisent de l'intelligence. Qui sont supérieurs à celles qui viennent en haut. Ouais, et surtout, ils sont hyper contents, parce qu'ils se disent, je compte. Ça a beaucoup de sens ce que je fais. Le sens que tout le monde est à la recherche de sens, il est là, c'est moi qui le produis. C'est pas quelqu'un d'autre qui va me le donner. Le sens n'existe que parce que c'est moi qui le produis. Alors créons les conditions pour que chacun produise du sens, d'accord, à son niveau, contribue à la production de sens collectif et qui définit une sorte de destination que je désigne, du point, de dessin, d'accord, voilà. Et c'est la culture du design encore, c'est la culture du projet commun. Dans lequel moi je suis considéré, je suis contributif, on m'écoute, ma parole a du poids, et en tout cas, ma parole associée à la parole des autres produit de l'intelligence, produit du sens, produit du projet. Si on généralise ça, à tous les niveaux, mais on a des raisons d'être optimiste. On a vraiment des raisons. Ça veut dire que les entreprises s'organisent différemment, parce que ça ne peut plus être descendant, donc comment on met en place une culture du projet, une organisation par projet, comment le réseau s'installe là où c'était la pyramide qui s'installait, comment on fait confiance aux gens. Là où on n'est pas du tout dans un système de confiance, on est sur un système de contrôle a priori, plutôt qu'un système de contrôle a posteriori. Comment on crée de l'horizontalité ? Et en même temps, comment on crée du leadership ? Parce qu'il faut les deux. C'est-à-dire que l'horizontalité, c'est bien, puis à un moment donné, tu as besoin de leadership. Et le leadership, il peut être ponctuel. Ils peuvent pas être permanents. Ils sont toujours ponctuels, ils sont toujours liés au contexte. Et c'est cette subtilité-là entre l'horizontalité et la verticalité, entre le leadership et cette intelligence collective. Un peu organique, en fait. Moi, je parle de cruciforme, tu vois, parce que c'est l'horizontalité et la verticalité, voilà, donc c'est cruciforme. Bon. Eh bien, cette subtilité-là, c'est à nous de la mettre en place. Et franchement, moi, je pense que le monde, il est prêt, la société, elle est prête à ça. Pour peu qu'on l'instancie. C'est-à-dire, OK, on le fait. Ce qu'on a fait pour la Convention citoyenne pour le climat, on va le faire pour la fin de vie, on va le faire pour la santé, on pourrait le faire pour l'éducation. Pour la retraite. Pour le faire surtout, C'est étonnant, finalement, dans tout ça, c'est que ce soit Macron qui ait fait la Convention citoyenne et qu'il ait absolument rien suivi de Pas rien, c'est pour ça que je disais que, oui, c'est pas rien, sans rentrer dans la discussion, c'est lui qui l'a fait, et ça m'étonne pas d'une certaine manière qu'il l'ait fait. Sauf que les imaginaires des institutions, ils sont hyper forts. Et à la fin, ils prédominent. C'est-à-dire que la tentation de la verticalité, on y cède tout le temps. Parce que ce que tu décris, c'est quand même le rôle de l'Assemblée nationale. Enfin, on n'est pas en train de faire un épisode sur la politique. Non, mais je ne crois pas, parce que l'Assemblée nationale, tu peux la nourrir de propositions. Parce que la Convention citoyenne, elle était là, pas là pour légiférer, elle était là pour faire des recommandations. Après, les recommandations, l'Assemblée nationale s'en saisit. Et puis, l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Enfin, c'est censé être. Oui, mais tu vois bien que l'Assemblée nationale, dans sa constitution et dans son fonctionnement, elle est quand même liée à un monde plutôt descendant, d'accord, où tu délègues à d'autres le soin de s'occuper de ta vie, d'accord. Alors c'est bien pour produire de la loi, parce que la loi, il faut la produire, parce que sans droit, rien ne se passe. Et cette loi, elle peut être produite à partir d'intelligence qui elle-même est produite par des gens qui ne sont pas élus, d'accord, mais qui sont choisis au sort, par exemple, une communauté choisie au sort, et qui instruit le dossier, parce qu'il n'y a aucune décision qui n'est prise, y compris chez les parlementaires, sans que le dossier ait été instruit à un moment donné. Et qu'est-ce qui instruit les dossiers ? C'est les assistants parlementaires, c'est des cabinets de conseil, c'est des sondages qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui contribuent à instruire les dossiers qui, à la fin, finissent par produire de la loi. D'accord ? Mais il y a plein de gens qui contribuent à ça. Eh bien, justement, l'idée, c'est comment on fait pour faire contribuer à ça ceux qui ça concerne en premier. Il y a une réponse aussi à ça, sur laquelle moi je tiens beaucoup. C'est cette idée de subsidiarité.
La subsidiarité ascendante, d'accord ? C'est quoi la subsidiarité ascendante ? C'est ce qui est à l'œuvre dans la construction européenne et qui dit que chaque fois qu'un problème est identifié, il faut faire en sorte que c'est le niveau le plus proche du problème qui en ait la charge. Dans la mesure où il a les moyens de le résoudre. D'accord ? C'est-à-dire qu'on dit, OK, on va faire confiance au niveau le plus proche. Là où la France, c'est le contraire. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours le niveau le plus haut qui s'occupe des trucs, sauf quand il décide que c'est le niveau d'en dessous. Voilà. C'est la subsidiarité descendante. L'intérêt de la subsidiarité ascendante, c'est que justement, tout d'un coup, ce sont les parties prenantes qui sont confrontées au problème qui sont amenées à chercher la solution. Alors, quand c'est le problème que tu vis toi-même, tu as envie de trouver la solution. Hein. Quand c'est un problème auquel tu n'es pas confronté, forcément la solution que tu vas trouver, elle est peut-être pas la bonne parce que de toute manière, tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que tu le vis pas. Et donc se dire que on va imaginer une organisation politique où en fait les problèmes chaque fois qu'ils se posent, ils sont d'abord instruits par les gens qui en sont le plus près. Tu as de bonnes chances de penser que probablement ça va être pas mal instruit, quitte à ce que ça passe au niveau du dessus s'il faut légiférer parce qu'en fait ça concerne quelque chose de un peu plus universel. Et dans ces cas-là, ça remonte. Mais tu vois, et là la production de sens, l'idée que tu es entendu parce que tu es toi-même contributif, elle s'impose d'elle-même. Et donc, tu n'es jamais dans la situation dans laquelle tu te trouves quand c'est l'inverse. Tu dis, de toute manière, moi, je n'existe pas. D'accord ? Les mecs là-haut, ils me connaissent pas. Ils savent pas ce que je vis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je leur fais pas confiance. Parfois à tort. Mais c'est pour ça que je leur fais pas confiance parce que je n'existe pas à leurs yeux. Je suis une poussière. Alors que dans la subsidiarité ascendante, pas du tout. T'es l'acteur. C'est toi l'acteur. C'est marrant parce que ce matin, j'ai pris un petit déjeuner avec une copine qui s'appelle Déborah, qui a créé ConfKid et qui a créé un cabinet de non-expertise. Où justement, elle fait intervenir des agents, des personnes en fait, qui ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais qui sont les utilisateurs. C'est pas vraiment un retour client, c'est pas ça. C'est vraiment des gens qui ont des compétences diverses et variées et qui font un cabinet de non-experts. C'est génial. Je trouve ça hyper intéressant. Ah ouais. Ça résonne avec ce que tu dis en tout cas. Oui, c'est très très intéressant. Parce que c'est parce que les non-experts se réunissent qu'ensemble, ils deviennent des experts. Et ils deviennent plus forts que les experts surtout. Parce que, et aussi parce que ça les concerne. C'est sur des sujets qui les concernent. Alors, en règle générale, quand tu es en train de résoudre un problème qui te concerne, t'as envie que ça marche, hein. T'as pas envie d'être la victime de ta propre décision, hein. Donc ça nous arrive souvent de nous tromper, mais en règle générale t'essaies de ne pas. Mais l'intelligence collective fait que pas trop. Ouais. Et tout ça, c'est encore des signes que il y a des raisons d'être optimiste, raisonnablement optimiste. Hein. On voit bien qu'il y a plein d'initiatives qui existent comme ça. Et pour peu qu'on leur laisse la place, ça pourrait se passer tellement différemment. Carrément. Le podcast s'appelle Vlan, donc j'ai hâte de savoir à quoi tu veux ouvrir. Et où claquer la porte? Moi, je passe par la cheminée, en fait. Mais tu peux ouvrir ou claquer la porte à une idée. Tu peux ouvrir ou claquer. Alors, ouvrir, Vlan... Vlan, ouais, enfin, tu vois, mais les designers, en général, ils répondent pas aux questions qu'on leur pose, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, Vlan, ça m'évoque une paire de claques, d'abord, tu vois, ça m'évoque... Je pense qu'il y a des paires de claques qui se perdent en ce moment, donc il y a des paires de claques qu'il faudrait donner. Vlan, moi, c'est plutôt ouvrir des portes qui m'intéresse, clairement, si tu veux, parce que, bon, d'abord, t'as toujours le loisir de les fermer derrière, mais derrière une porte, il y a l'inconnu. Et c'est inconnu. Mais alors, tu ouvres à quoi? Ça ouvre à l'action. Pour moi, l'inconnu, c'est aussi l'affirmation que je vais être face à quelque chose que je ne connais pas, donc je ne maîtrise pas. Mais en fait, je ne fais que ça. C'est-à-dire que chaque pas que je fais dans ma vie, je suis en train d'ouvrir une porte vers l'inconnu. Je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord? Et donc, on pourrait dire que ma vie est une succession de portes ouvertes. D'accord? Alors, il ne s'agit pas de les enfoncer, il s'agit de les passer. C'est-à-dire cette idée on passe à chaque fois, et à chaque fois, on est... Pour peu qu'on ne soit pas dans la folie démiurgique et du contrôle, on est face à l'inconnu. Face à l'inconnu, en général, tu es à la fois audacieux et prudent. Humble, audacieux, je pense exactement dans cette posture-là qu'on devrait être face à une porte qu'on ouvre, parce que derrière, il y a des opportunités, il y a des risques aussi, certainement. Mais il y a le monde dans lequel on va tous vivre, parce que cette porte, elle ouvre sur l'espace public, et l'espace public, il appartient à tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie, grand plaisir. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez.
Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.